Et je tiens un blog BD depuis le début des années 2000, dans lequel je raconte ma vie en BD. Donc des aspects les plus généralistes aux plus intimes. Et récemment, j'ai entamé une série dans laquelle j'ai raconté un petit peu l'ouverture de mon couple et notre exploration du polyamour. Donc je pense qu'on est bien dans le thème sur l'intimité en BD. Voilà. Aurélia. Alors, moi, je fais de la BD, je publie des bandes dessinées depuis un peu plus de 20 ans. J'ai commencé en 2001 en gagnant un concours de la BD scolaire à Angoulême. J'ai le prix du meilleur scénario. C'est ce qui m'a permis de démarrer. Et en fait, j'ai vraiment ma carrière a un peu explosé. Je peux dire ça. Hein. Oui. Avec Fraises et Chocolat en 2006, qui était une BD donc, érotique et autobiographique. Je crois qu'on pourrait même dire un mot valise érotobiographique. Érotico-biographique. Donc, voilà, c'était ma première BD dans le circuit officiel. J'avais fait une petite BD avant, mais c'était pas aussi bien distribué. Et voilà, ça a fait un buzz assez monstrueux. C'est vraiment un plaisir, ouais. Le premier tirage, c'était un tout petit éditeur. C'était la première BD. Le premier tirage écoulé 1400, écoulé en 3 semaines. Avec des articles dans Le Monde, des pêches AFP, Libé, tout ça, c'était assez fou. Et j'avais 26 ans et ça m'est tombé sur la tronche avec tous les bons côtés et aussi les mauvais côtés. Et ça n'est combien les ventes aujourd'hui ? J'ai arrêté de compter à 40 000, mais bon, c'est pas non plus c'est pas un magasin général. C'est un bouquin qui a laissé une marque quand même, clairement. Voilà. Donc moi, c'est Jean-Louis Tripp. J'ai commencé la bande dessinée. J'ai commencé la bande dessinée en 1977. Là, c'est combien d'heures là? Non, on va passer très vite. Bon, mais en gros, la raison, par rapport au thème de cette table ronde, j'ai commencé en 2015, je crois, un truc comme ça, ou 2016. Comme un ensemble je sais pas comment dire ça, c'est pas une série, c'est comme des pièces de puzzle. Donc ce sont des romans graphiques qui se raccordent les uns aux autres et qui sont tous autobiographiques. Et j'ai commencé, donc c'est sur différents thèmes qui sont des thèmes, on va dire, universels et assez fondateurs de ce que c'est que l'identité, de comment on se construit. Donc il y a les derniers, c'est Un père sur le rapport au père dans l'enfance. Après il y a le petit frère qui est sur le deuil, sur la perte de mon frère, et surtout, donc, il y a Extase, qui est un projet dans le projet, puisque il y a déjà 2 tomes parus, et ça va continuer, puisque mon idée, c'est de raconter la totalité de la vie sexuelle d'un être humain, voilà, le moyen, en l'occurrence moi. J'adore. On est gentil avec ça, on te flatte. Non, mais bon, c'est pour ça qu'il veut habiter. C'est la même chose avec nous, donc bon. Donc avec ça commence quand j'ai 10 ans, dans la cour de récré, la première fois que je suis amoureux d'une petite fille qui ne l'a jamais su. Et j'aimerais aller le plus loin possible. Pour le moment, les 2 premiers tomes vont jusqu'à mes 40 ans, donc il y a encore du chemin à faire. Et donc, en fait, la raison de pourquoi j'ai eu l'idée de cette table ronde, de ce thème-là, c'est parce que ça part de Aurélia, ça. Parce que quand j'ai connu Aurélia, elle venait de faire Fraises et Chocolat. Et c'était à Saint-Malo, au festival de Saint-Malo. Donc, elle était avec Frédéric Boilet, qui me la présente. Et la première chose que je lui dis, c'est « Super, je suis content de te voir, j'ai lu Fraises et Chocolat ». Et elle a un peu piqué du nez, un peu je suis un peu gêné et tout, tu vois. Voilà, ce qui était un peu étrange. Enfin, moi, ça m'a fait. J'ai trouvé ça étrange qu'elle fasse ça. C'était comme je me dis, mais elle n'assume pas d'avoir fait ça ou quoi. Bon, bref. C'est juste que je vais juste de te rencontrer. Non, mais c'est ça. Alors, oui, mais bon, voilà. Pour moi, t'étais l'autrice de Fraises et Chocolat, donc voilà. Oui. Et donc, quelques années plus tard, je fais Extase. On se rencontre à Angoulême, à Saint-Malo, pareil, pratiquement au même endroit, c'était rigolo. Et la première chose que me dit Aurélia, c'est « Alors, tu vois ce que ça fait maintenant ?» Et voilà. Et alors, effectivement, c'est ça le thème du truc, c'est quand on fait de l'autobiographie aussi intime que ça, notamment quand on parle de sexualité,
on se retrouve en face de personnes qui, quand elles nous rencontrent, savent tout de nous. Elles savent des détails extrêmement intimes et tout ça, alors que nous, on ne sait rien d'elles. Et ça, la question, c'est qu'est-ce que ça induit, tu vois, qu'est-ce que ça change, comment tu... voilà. Comment est-ce qu'on deal avec ça? Comment est-ce qu'on en joue? Comment est-ce que... Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on en joue? Oui, moi j'en joue en tous les cas. Donc, ça veut dire que t'as pécho avec tes BD? Oui, bien sûr. Oui, pour pécho, tant qu'à faire, autant utiliser toutes les armes qu'on peut avoir. Donc, on va en apprendre des choses. T'as quelque chose à dire là-dessus? Bon, moi, j'ai pas encore pécho avec cette BD parce qu'elle n'est pas encore sortie en. Non, mais l'idée, c'est pas de dire j'ai pécho. Mais ça va venir. Attention, voilà, c'est un des exemples de la frontière entre intime et public, quoi, parce que en plus on se connaît bien, donc ça risque risque de déborder des fois. Écoute, mais moi je sais pas, je suis pas tout à fait d'accord pour déborder, mais surtout ça va être filmé, retransmis, donc je vais vous laisser parler de votre vie. Déborder de quoi Ah mais non, tu parles pas forcément de ta vie. Oui, voilà. C'est le rapport, évidemment. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est exactement ce qui s'est passé la première fois qu'on s'est rencontrés. Voilà. Le premier truc que je t'ai dit, c'est ça. Voilà. Donc quand tu rencontres des gens que tu ne connais pas et qui t'ont lu, tu ne peux pas ignorer le fait qu'ils savent des trucs sur toi, ils pensent qu'on avait, quoi. Donc, évidemment. Tu vois, donc, non, mais c'est évident. Oui, mais tu voyez ce que je veux dire, là, on est en plein dans la thématique. Voilà. Totalement. Donc, c'est la frontière entre ce qu'on dit dans nos œuvres et ce qu'on est réellement. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même un petit déséquilibre entre, en fait c'est une question de genre, c'est bête, hein, mais des femmes qui racontent leur sexualité se mettent un peu plus en danger, je pense, qu'un homme. Je suis absolument convaincu. Et moi je le sais parce que je me suis pris des vagues de haine sur internet, que j'ai publié sur internet, ma bande dessinée, en épisode pendant 9 mois. Et j'ai attiré tout un tas de masculins, de gens qui m'ont jugé très très sévèrement. Alors une femme mariée, mère de famille, qui raconte sa sexualité un peu débridée comme ça, mais alors là, c'est l'horreur. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit déséquilibre à ce niveau-là. Il y a un gros déséquilibre. Moi je suis persuadé qu'il y a un gros déséquilibre. C'est un tabou, et je pense que c'est aussi de notre responsabilité, nous qui nous mettons relativement peu en danger, de pouvoir étaler tout ça, d'en parler, parce que y a qu'en parlant des tabous qu'on les fait tomber, en fait. C'est histoire de normaliser un peu tout ça. Mais pour parler du déséquilibre, en fait, tu sais, moi, après, donc, moi j'ai fait Extase largement après. Moi, en fait, il y a quelques bouquins qui m'ont autorisé à faire Extase. Le premier, c'est La vie sexuelle. Non, le premier, c'est le journal de Fabrice No. Ah oui, moi aussi. Oui. Le journal de Fabrice No, c'est la référence, si tu veux. Voilà, quoi. C'est le mec, c'est le premier qui a fait ça, quoi. D'aller aussi. Et c'est dur, voilà. Ce qu'il raconte en plus. Et en plus, lui, c'est pas joyeux, quoi. Ah bah non. Moi, c'est joyeux. Nous, c'est joyeux d'ailleurs. Nous, tous les trois, c'est plutôt joyeux. Fabrice No, c'est l'horreur, quoi, vraiment. Donc, bon. Alors, Fabrice No, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gars qui, à l'époque, vivait à Angoulême et qui était homosexuel. Enfin, il est toujours d'ailleurs homosexuel, et qui raconte ce que c'est que d'être gay à Angoulême dans les années 90. Avant Grindr, avant les applications. C'est terrible, vraiment. Voilà. Bon, bref. Ouais. Donc, et lui, ça a été une des portes qui m'a autorisé à me dire on peut faire ça, quoi. Et lui, après il y a eu le journal de Catherine M de Catherine Millet. Oui. Et puis il y a eu Fraises et Chocolat. Wow, moi, c'est des trucs. C'est super d'être inclus dans cette trilogie. Et alors, tu vois, je m'étais, comme j'avais lu Fraises et Chocolat et que j'avais lu Buzz-moi après. Oui. Dans lequel Buzz-moi qui raconte le buzz autour de Fraises et Chocolat, justement le bon et le pas bon. Voilà. Et donc moi je m'étais préparé, je m'étais dit là s'il doit m'arriver un truc comme ça, il faut que je sois prêt. Mais moi j'étais prêt à y aller, mais tu vois, en mode guerrier, quoi. Et en fait moi il s'est rien passé. Ouais. Mais rien. Ah ouais. Ah ben ouais. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas du tout la même chose d'être une jeune fille, une jeune femme de 26 ans qui raconte ça, ou d'être un vieux mec de 55 ans, de 57 ans, que j'avais à l'époque, comme ça. Moi, personne n'est venu me chercher des coups. Voilà. Je suis contente qu'on débarque cette thématique sur ça, parce que c'est un point très important. C'est essentiel. Le déséquilibre. Et tu vois. Genre, quoi. Et donc, quand Aude Mermillot a fait après Éclore, dans lequel elle raconte sa propre histoire, et notamment notre relation à nous, elle a choisi un mode narratif qui était complètement différent du mien. Oui. C'est-à-dire, moi, dans Extase, j'y vais
nous aussi, enfin, tu vois, on y va franco, voilà, c'est direct. Elle est restée beaucoup plus dans le, tu vois, dans la suggestion, etc., etc. Et je pense qu'elle a bien fait parce que elle a eu peur, tu vois. Elle s'est dit, mais moi, se protéger. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Elle s'est dit que si elle se représentait en train de s'envoyer en l'air, tu vois, de façon crue, ça allait être. Moi, cela dit, j'ai lu vanille, chocolat, fraise, pardon. Pardon. Fraise et chocolat. Vanille, ça fait bizarre. Oui, vanille, au contraire, c'est même. Bah non, c'est le vanille à sec. Bah oui, ah oui, d'accord. Ouais, c'est un peu vanille. Bah oui. Fraise et chocolat, je l'ai lu. Le vanille à sec, c'est le sexe plan-plan. Voilà, c'est pour ça. ceux qui ne connaissent pas, c'est un terme de sexe positif, ça. Voilà, c'est ça. Et c'est un texte, à la base, c'est un truc de BDSM surtout. Ah bon? Oui, oui. Ah bon? Les vanilles, oui. Les vanilles, c'est ceux qui sont pas dans le BDSM. Voilà, c'est ceux qui ont au début. Après, ça a démarré un peu, mais bon. Mais donc, j'ai lu Fraise et chocolat. C'est drôle. Assez jeune, quand il est sorti. Oui. Et moi aussi, ça m'a vraiment influencée. Je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça aussi. J'ai envie de parler de sexualité, mais j'étais pas prête encore. Il a fallu vraiment attendre. Mais je pense que ça a influencé beaucoup de gens en vrai. Parce que je crois que il me semble pas qu'il y a eu d'autres BD aussi crus, dessinés par une femme. Justement, je voulais en parler parce que presque au même moment, enfin un peu après Fraise et Chocolat, est sorti le Love Blog de Gali et Orion. Gali qui devait venir ici, malheureusement, qui à cause d'un problème de santé n'a pas pu venir. Elle a été opérée de calcul. Et eux, ils étaient hyper crus aussi. Mais ils étaient deux. Ils étaient crus, mais ils étaient deux. Et donc c'était pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai qu'ils sont arrivés après. Ça y allait quand même. En fait, ils avaient commencé. Moi, je connaissais pas leur blog avant de faire Fraise et Chocolat. C'est après que j'ai commencé à regarder des blogs et effectivement je me dis waouh, ah ouais, tant mieux, je suis pas la seule. Après c'est parce que voilà, elle était avec Aubion à l'époque et c'est Aubion qui aimait bien se mettre en scène, et parler de cul de manière un peu plus crue quoi. Et donc on est ensemble, mais c'est un petit chef-d'œuvre ce bouquin, il est vraiment super. C'est dommage que Gali soit pas là pour en parler. Et en même temps elle m'a dit qu'elle n'aurait pas été si à l'aise que ça pour en parler. Ouais, justement. Normal. Ouais, parce donc que ça c'est intéressant aussi. Mais ça fait partie de son histoire passée. Oui, d'accord. Ensemble, tout ça quoi. Donc, bon. Si on pouvait parler que des histoires présentes, ça serait réducteur. Et donc, oui, donc en fait, c'est ça, c'est intéressant de voir par exemple Gali qui dit, ben moi j'ai fait ça, mais en fait, finalement, je ne suis pas très à l'aise pour en parler. Toi qui dis, moi je l'ai fait, mais après j'ai pas trop envie de parler de ma vie, c'est-à-dire, je veux bien parler de mon travail, oui. Mais voilà, c'est. Oui, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, en même temps, comment dire, moi c'est difficile à dissocier pour moi. C'est vrai. Je sais pas comment faire pour parler de mon travail sans parler de ma vie, tu vois, parce que ça raconte exactement ça. Donc voilà. Moi je comprends ça. Il y a pas, toi ça raconte une partie de ta vie. Oui. C'est un morceau. Oui. Mais aussi bien Mélaka que moi, c'est beaucoup plus global. On raconte tout. En fait, on raconte toute la vie. Donc c'est difficile. Enfin, je sais pas pour toi. Non, moi je raconte pas toute ma vie parce qu'en fait, moi ça c'est vraiment une histoire qui s'est passée sur les 2 dernières années de ma vie. Oui. Donc ça embrasse pas l'ensemble si tu veux. Mais oui, c'est beaucoup plus généraliste, on va dire. Ouais. Après, moi, j'ai fait quasiment que de l'autobiographie et plein d'autres de mes livres parlent de ma vie. Donc en fait, comme tu dissémines un petit peu, c'est par petits bouts. Là, par exemple, dans La vie gourmande, une de mes dernières BD, là, qui est sortie, autobiographique, je veux dire, je parle de mon cancer du sein, je parle de mon expérience dans la cuisine de Pierre Gagnère, je reparle un peu de Fraises et Chocolat, parce qu'en fait, quand on fait de l'autobiographie, finalement, à un moment, on devient presque un peu autoréférentiel. Ben oui. Bon, je l'ai déjà dit, c'est pas la peine de le redire. Vous pouvez le lire ça, comme des modules, quoi. Mais je parle aussi de plein d'éléments de ma famille, avec la guerre au Cambodge. Enfin, c'est des petits indices comme ça disséminés. Bon, après, c'est vrai qu'on va pas se mentir, la sexualité, ça concerne tout le monde. C'est un sujet qui intéresse a priori beaucoup de gens. Mais c'est un gros tabou. Mais c'est alors moi j'ai été super surpris parce que bon,
j'ai fait quand j'ai commencé de l'autobio, j'ai commencé par Extase, tome 1, tome 2. Et puis j'ai fait Le Petit Frère. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'à un moment ça s'est imposé pour moi. Et le deuxième truc, c'est que le tome 2 d'Extase est sorti juste au moment du confinement, une semaine avant. Donc il a vraiment morflé. Et je m'étais dit, je peux pas enchaîner un tome 3 après un tome 2 qui a pas marché comme ça. Il faut que je fasse autre chose. Donc j'ai fait le truc. Et aussi ça m'a arrangé parce que je commençais à en avoir marre, parce que là je commençais à être très étiqueté. Tu vois, j'avais l'impression de me balader avec une grosse bite au-dessus, clignotante au-dessus du front. Et l'intimité, c'est pas que la sexualité. Ah, c'est ça. Bien sûr. Donc j'ai raconté Le Petit Frère, et Le Petit Frère, c'est vraiment hyper intime, ça parle vraiment de la mort de mon frère, etc. Et là, je me disais, waouh, ça va être... Et en fait, à ma très grande surprise, je me suis rendu compte que la mort, c'était beaucoup moins tabou que la sexualité. Ouais. Mais alors vraiment, il n'y avait pas photo, quoi. Il n'y a pas photo, c'est rien. C'est quand même tabou. Ouais, mais pas... Alors, ça fait peur. Ouais. Ça, c'est autre chose, ça fait peur. C'est par exemple Mais tu vois, dans les deux cas, ça a été flagrant. Avant, je faisais magasin général. Le magasin général, c'était 60% des ventes se faisaient à Noël. C'était le cadeau de Noël. L'Extase et Le Petit Frère, c'est pas des cadeaux. Non. Tu offres pas ça. Non. Ou alors vraiment à des gens que tu connais très très bien et tout ça, mais du coup, tu perds vachement. Tu vois. Non, mais moi, Fraise et Chocolat, il a été énormément offert. Notamment par des femmes à leurs compagnons. Ah bah oui. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est cadeau de Saint-Valentin. J'ai rencontré une jeune femme, c'est sa mère qui lui avait offert. Je raconte ça dans Besoin. Elle était un peu en froid avec sa mère parce que elle m'a tout raconté. Elle m'a dit que sa mère avait quitté son père pour aller avec un amant, pour vivre une passion amoureuse avec cet amant, et donc elle lui en voulait beaucoup pour ça. Et un jour, sa mère lui a offert Fraise et Chocolat. Et en fait, elle a compris pourquoi sa mère avait eu besoin de partir. Et du coup, elles se sont réconciliées avec Fraise et Chocolat. Mais en fait, c'est fou, il y a des gens qui le lisent entre amis, en famille, comme ça. Et... Non, ça s'offre quand même. Oui, mais ça reste quand même, si tu veux... Enfin, en tout cas, moi je sais, pour Extase... Et Le Petit Frère, c'est encore autre chose, mais pour Extase, ça s'offre vraiment il faut connaître les gens, quoi, tu vois, faut savoir à qui tu l'offres. Tu ne peux pas offrir ça au cousin Célestin à Noël, parce qu'il faut faire un cadeau, alors que le magasin général, oui. Et donc, voilà, mais Extase, ça tourne beaucoup dans les milieux sexpo, notamment, tout ça, il y a des niches comme ça, mais bon, ça reste quand même un truc, tu vois. Oui. Et le Petit Frère, c'est... alors là, pour le coup, c'est quand même un truc qui est... Ça s'offre, mais il faut vraiment être... parce que tu offres ça à quelqu'un qui a perdu son fils ou sa fille, tout ça. C'est quand même un peu délicat. C'est compliqué, quoi, tu vois. Donc, des fois, il faut vraiment savoir, quoi. Tu vois, ça demande un truc... Exactement le même phénomène que toi, parce que moi, je l'ai fait à l'envers. C'est vrai que j'ai d'abord sorti un livre sur mon traumatisme avec la perte de ma maman d'un cancer cérébral. Donc, c'est un livre très dur, qui fait pleurer et effectivement qui s'offre pas à n'importe qui. J'ai énormément de gens qui ont dédicace qui me disent j'aimerais bien le lire, mais là je me sens pas capable. Ça, moi aussi, c'est trop compliqué, donc je respecte et je comprends tout à fait. Voilà. Et avant de parler de sexualité, qui est un sujet beaucoup plus léger, beaucoup plus même si engageant. Voilà. Mais pour moi les deux font partie du domaine de l'intime profond, quoi. Mais en fait, on a vraiment le point commun de nous trois, c'est qu'on parle de sexe et de mort. Ben ouais. Donc moi avec mon cancer du sein, toi avec celui de ta maman et ton petit frère. Mais en fait c'est lié, hein, Eros et Thanatos, j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais c'est tout à fait lié. Ouais. Là, c'est la vie. Je sais pas si j'ai envie de mélanger comme ça, moi, mais bon. Non, mais tu sais bien, c'est-à-dire que c'est jamais que c'est des situations extrêmes. Quand tu frôles la mort, ou quand un de tes proches meurt, ou quand ça bouleverse vraiment. Ça te ressente sur tes priorités. Alors effectivement, moi je sais que dans ma vie, la mort de mon frère a complètement changé la donne au niveau de ma sexualité, en tous les cas, parce que tu racontes dans la pièce, on le voit, parce que effectivement, j'ai eu besoin de faire quelque chose au niveau de ma sexualité pour me sortir du deuil, quoi. Le deuil le sexe
a été, pas seulement le sexe, mais la vision du sexe, comme ça, la philosophie, on va dire, du couple, etc., a bougé à ce moment-là, quoi. J'avais vraiment besoin de sortir on va pas se mentir, c'est des sortes de psychothérapie qu'on s'est fait à travers nos BD, quoi. Alors je sais pas. Tout étaler, de tout raconter. Moi je sais pas. Moi c'est un peu comme ça que je le perçois. Le fait de le raconter, le fait de dépersonnaliser un petit peu le drame, d'en faire un élément narratif complet. Une rôle universel, tu veux dire. Voilà, moi ça m'a aidé en tout cas à prendre du recul ça oblige, en fait, pour raconter ces histoires-là, il faut avoir une distance narrative. Exactement. Donc ça c'est important, parce que en fait, moi je sais pas pour vous, mais moi en tant qu'auteur, notamment, on m'a beaucoup posé la question pour le petit frère, tu vois, comment tu fais pour raconter un truc comme ça. Bon. Mais ce que je disais, c'est que en fait, mon souci quand j'ai fait le petit frère, ou quand je fais Extase, mais quand j'ai fait le petit frère, c'est de faire le meilleur bouquin possible. Mais bien sûr. Oui. Donc pour ça, j'ai besoin d'avoir une espèce de froideur narrative, si tu veux, de réfléchir à c'est quoi la meilleure manière de raconter ça. Et de ne pas être dans le pathos, quoi, de ne pas être pris dans le truc, sinon voilà. En fait, et pour Extase, c'est pareil. Des fois, tu fais des choix narratifs, parce que moi, je dis, le pacte que j'ai avec moi, c'est de raconter la vérité. Mais la vérité, il y a plusieurs manières de la raconter. Il faut que ce soit une bonne histoire, quand même, tu vois. Donc, des fois, tu prends deux situations, tu en fais une, tu vois, on est bien d'accord. C'est pas à la virgule près ce qui a été dit à ce moment-là, tu vois. C'est le fond qui est important. Si je résume tout ça, c'est que ça peut être une thérapie, mais d'une manière un peu indirecte. C'est pas parce qu'on raconte sa vie que c'est une thérapie, c'est parce qu'on prend le temps de s'en détacher. C'est exactement ça. Ça oblige à réfléchir. C'était mon point. Je pense qu'on est d'accord. Toi encore. En fait, c'est chiant, il n'y a pas de conflit, on est d'accord sur tout. Ça oblige à réfléchir, et donc du coup à réfléchir à sa propre vie, à ce qu'on a vécu, et à remettre de l'ordre dans tout ça. À s'emparer un petit peu autrement en fait de l'histoire. Faire du beau avec du moche. Et puis quelque part duper un peu notre cerveau. Et moche, la mort de quelqu'un, c'est. Ah oui, non, mais ça d'accord, mais par contre. Non, je pensais parce que c'est le titre de Keck, un album de Keck qui a vécu les attentats du Bataclan et qui l'a raconté dans cette BD. Ça s'appelle Faire du beau avec du moche, il me semble. Ok. Voilà. Donc voilà. Je voulais dire un autre truc. Enfin, je voulais poser une autre question, mais là, ça m'est sorti. On a fait une digression. C'est dur de lui couper le sifflet. On est bien là. Voilà. Moi, c'est bien, ça m'arrange. Je suis pas toujours hyper à l'aise en public, donc. Vas-y, Jean. Non, mais c'est un bon équilibre. Regarde, ça m'a échappé. Je sais plus. Vite, c'est le moment. Vas-y, mais t'as un truc à dire. Vas-y, dis-le. Alors, les femmes et la sexualité. Reviens sur. Non, mais c'est vrai que pour revenir au problème quand on est une femme et qu'on parle de sexe et que on est traité d'une manière différente que quand on est un homme qui parle de sexe. Alors moi, j'ai fait Fraises et Chocolat avant les réseaux sociaux, enfin un petit peu avant. C'est sorti en 2006 et effectivement, rien que ça j'ai eu plein d'articles élogieux, mais aussi une avalanche de merde. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et par des critiques de BD, j'ai été traitée d'exhibitionniste par Dépêche AFP. Ah waouh! Donc c'était un journaliste anonyme parce que c'est une dépêche AFP, mais qui avait quand même écrit que j'étais exhibitionniste, quoi. Ah bah c'est sympa. Tu prends ça à la gueule à 26 ans. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Ouais. Et heureusement peut-être il n'y avait pas les réseaux. Mais c'est pour ça que je me suis mise sur Instagram seulement il y a un an, même pas, parce que j'avais peur de ça et j'entendais toutes les histoires horribles de féministes notamment qui se faisaient harceler, troller, menacer de mort, de viol sur 5 générations. Enfin c'est vraiment affreux. Et je pense que il faut qu'on soit plusieurs à témoigner de ça. Parce que alors heureusement, il y a quand même MeToo qui est passé entre temps, qui a un peu libéré la parole féminine. Mais c'est vrai que mais il a fait un backlash monstrueux aussi. Hein. Oui. Tous les masculins là qui c'est vrai. Et du coup en réaction quoi. Exactement. Et moi je me laisse. Alors que c'est trop con en fait. Tous les gens tous ces hommes qui ont peur des femmes, ils devraient se réjouir que la sexualité des femmes se libère. C'est bon pour eux aussi. Ils sont très cons, parce qu'en priori, elle ne se libère pas toute seule cette sexualité. Il y a tout à y gagner, hein. Parce que si une femme fait l'amour parce qu'elle en a, qu'elle est contrainte, c'est pas bien pour le mec non plus. Hein. Ça dépend quel mec, mais sauf si t'es un pervers manipulateur. Ça te va très bien, mais bon, je pense que ça doit pas être dommage. Non, mais a priori, je pense que ce que ces gens veulent, c'est qu'on le fasse, mais qu'on ne dise rien.
Oui, Non, se mais c'est parce taisent. que aussi ça parle d'autre chose. En fait, les mascus, c'est pas des gens qui aiment baiser, c'est des gens qui veulent dominer. C'est pas pareil. Ouais. C'est une sorte de pouvoir. Ah, Nous, pas- c'est des gens qui n'arrivent pas à baiser. Mais ils savent pas et baiser. du à coup, mon ils avis. sont Voilà, jaloux parce et qu'ils pas ont contents. voilà, ils n'ont pas compris Voilà. ce que c'était que l'érotisme. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est ça. En fait, Ça va mieux. non, mais bon, c'est autre chose, mais c'est pas grave. Là, il y a une différence aussi énorme entre l'autobiographie faite par des femmes, l'autobiographie sexuelle, l'intimité racontée par des femmes et celle racontée par des hommes. C'est que racontée par des hommes, il n'y en a pas, il n'y a que moi. Non, mais c'est vrai. Ah oui, c'est Il n'y vrai. a Et pratiquement Fabrice pas. Fabrice No, Ouais. toujours lui. Fabrice No, ok. Mais lui, c'est pas Mais il pareil. fait partie d'une- Lui, il est gay, donc bah oui, c'est une tout à c'est minorité de une genre. autre truc. Ouais. Mais si tu veux, des bouquins comme Extase, je n'en connais pas d'autres. Je réfléchis. Toi, t'as ouvert. Non, mais Il y a vous, John vous êtes- Matt, mais qui raconte attends, excuse-moi, ses c'est pas délires pareil, masturbatoires. c'est autre chose. Oui, mais il raconte sa sexualité. Oui, c'est vrai. Oui, si John tu Matt, veux. pas la même Bon, que la d'accord. tienne. Il raconte sa non-sexualité, Ouais, c'est mais ça. du coup, il raconte sa sexualité. Bah oui, quand même. Ouais, Ah, moi, d'accord. j'adore. Ah, moi aussi, j'adore. J'adore John Matt. Enfin, moi, ça me Et déprime. Chester Brown aussi, qui Ouais, raconte bah ses oui. histoires avec les prostituées. Ah, bah ça me C'est- déprime. Ah non, il y en a eu quand Bah, même. dans la Ouais, BD c'est dégueu, américaine, ouais, quoi. ouais. Dans la BD américaine. Oui, c'est Oui. vrai. Mais Oui. En France, c'est vrai que ça se fait pas trop. Hein. Bah, Je suis sûre qu'en creusant un peu, non, mais moi j'ai creusé. creusé. Je t'assure qu'il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas de. Là, on t'a quand même cité 3 noms. Oui, mais c'est archi minimal. Si tu regardes tout ce qui est fait par des meufs, il y en a Robert beaucoup. Crumb. Mais on est- on est toujours dans la BD américaine. Ouais, c'est vrai. Ouais. On n'est surtout pas tout à fait dans le même registre. Non, c'est pas tout à On fait n'est le pas- même. Mais quand c'est même, pas le ils registre. se un peu représentent. doloriste. Ils représentent Ouais. ces fantasmes. Et alors, oui, c'est pas. Moi, je parle d'émotion, si tu veux. Je parle témoignage. Alors, de oui, toi, montrer en ses fait, vulnérabilités, de ce. Tu vois. ce qui m'a frappé dans Extase, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de cul, mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est que tu parles des émotions. Mais c'est de ça, et c'est des ça qui doutes, m'intéresse, mais bien et sûr. de tu montres ta fragilité. C'est ça que je voulais dire. Oui. Et ça, les femmes le font très très facilement, vrai. alors que Oui. les mecs ne le font pas. Oui. En Et fait, donc, en fait, il y a une espèce de déséquilibre. Écoute, en ce moment, on est en train de signer pour une adaptation de Extase par Gaumont, enfin signé avec Oui, Gaumont, tu tu vois. m'avais Bon. dit, ouais. Donc, évidemment que si bon Gaumont veut faire ça, ouais, attends, c'est pas fait. Hein, Ah bon, pardon. Mais moi, ça va se faire, la si, vie gourmande. si Gaumont s'intéresse à ça, c'est qu'il y a un enjeu, si tu veux. Oui. Bon, et ils vont pas, évidemment, ça ne sera pas une adaptation qui va représenter la sexualité comme je la représente dans le bouquin. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils veulent faire ça. C'est ce qui est derrière. Et en fait, c'est une femme qui est à l'origine du projet. Et elle, ce qu'elle veut faire, c'est le premier film post-MeToo. Tu vois. Donc c'est ça, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire de présenter une vision de la sexualité masculine qui ne soit pas celle qui est dominante en ce moment, à savoir tous les hommes sont des violeurs potentiels, c'est un peu ça qui est quand même le truc dominant, mais il y a moyen d'avoir un autre type de sexualité c'est sûr. et d'avoir, voilà, de pas être dans la domination, mais c'est autre chose, quoi, tu vois, une version différente, donc c'est ça. Et en fait, eux, ils ont fait, quand ils ont... chez Gaumont, quand ils ont lu les bouquins, tu vois, puis qu'ils ont cherché, et qu'ils ont dit, bon, ben tiens, on pourrait faire un film, ils ont cherché des références. Parce que tu sais, au cinéma, ils fonctionnent toujours par référence. On prend un film dans le genre de tout ça. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait zéro référence. Il n'y a pas de référence. Ça n'existe pas, tu vois. En fait, la BD érotique à l'ancienne, c'est de la BD qui était faite pour exciter Et voilà. le public. Voilà. Mais c'est vrai que raconter la sexualité, pas dans le but d'exciter le public, mais juste dans un pur but de témoignage, Exactement. sans rechercher cet effet-là, c'est vrai que Moi, j'ai dit toujours, Extase, c'est pas un C'est bouquin rare. de cul, c'est un bouquin Non, qui parle de cul. c'est ça. C'est pas Oui, du tout c'est la pas même la chose. chose, C'est ouais. pas fait pour exciter, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Si tu t'excites, bah, ça te regarde, moi ça me bah, dérange pas. Voilà. Mais c'est pas le but de la manœuvre. C'est quoi. ça, c'est ça. Oui, moi, ce que j'avais dit avec Fraises et Chocolat, c'est que ça replace la relation sexuelle dans la relation. Voilà. Oui. C'est pas juste un fantasme, Comme faisant genre, partie de- un plombier qui vient, ou un ramoneur qui vient ramoner des conduits, le truc à la con. Mais maintenant les gens, sur des trucs de tubes, là, ils s'embarrassent même pas d'un scénario. C'est de l'abattage, quoi. C'est des organes qui s'emboîtent. Et en fait, ce que la BD peut apporter, ce que la narration, parce qu'on est vraiment dans une crise, c'est pas nouveau de la narrativité, parce que tout est éclaté, en fait. On n'arrive plus à faire sens à nos vies, à nos histoires. Et dans le sexe, ça en fait partie aussi, parce qu'on ne sait plus
pourquoi on fait les choses. Évidemment, il y a eu des carcans du mariage qui ont explosé, mais là, on est un peu atomisé, on ne sait pas trop comment faire. Mais là, je pense que c'est une époque où on est en train de réinventer plein de trucs. Oui, voilà. Notamment les jeunes femmes, beaucoup, sont dans un... il y a quand même un grand nettoyage qui est fait et il y a eu un rebattage des cartes et réinvention totale du truc. Là, il y a eu le Big Bang et là, on est un peu en train de transformer les planètes. Quoi. Exactement, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on est sur un mode narratif aujourd'hui qui est beaucoup plus fractionné, rapide, immédiat, avec les blogs, avec que ce soit Instagram, le scroll et compagnie. Et c'est vrai que c'est pas mal de remettre un petit peu le temps long, le témoignage long. Et c'est vrai qu'avec Extase, tu le fais bien plus que on a 2 parce que je suis beaucoup plus vieux. Il y a beaucoup de choses à raconter. Et il y a un 3e en plus en préparation, c'est ce que tu me disais. Oui, 3e, un 4e. Donc, peut-être un 4e, peut-être. Un 5e. On reprend le temps long. Le dernier, ça sera Extase à l'EHPAD, ça fera 5 pages. Oh, ça c'est pas sûr. J'ai entendu des histoires. Non, mais à 95 ans, il y a plein de manières de s'amuser. Pareil que dans les EHPAD. Je sais bien. Mon père y est allé, je peux te dire que je sais. On n'a pas fini de rigoler. Oui, donc c'est important de raconter des histoires. Voilà. Parce que moi, je pense que dans l'histoire, le temps, quoi. Moi, ce que j'aime dans Histoire d'amour, c'est le mot histoire. Je pense que c'est le plus important en fait des deux. Oui. Parce que des fois, on se raconte des histoires aussi, mais sans cette capacité de modéliser, de dire ça, c'est une histoire d'amour ou c'est une histoire de cul, un coup d'un soir. Si on n'a pas cette capacité-là, on est un peu. C'est dommage, c'est notre humanité en fait qui est Mais en fait, c'est ça aussi, c'est que je suis en train de répéter ce qu'on vient de dire, mais sous une autre forme. Mais en réalité, à partir du moment où on a commencé le mouvement qui s'est amorcé dans les années 60-70, on va dire, quand, par exemple, il y a eu une série de trucs. Il y a eu la contraception, il y a eu l'avortement, et il y a eu le mariage, le divorce. Quand le divorce par consentement mutuel est arrivé, ça a été un truc hyper important, parce que moi, mes parents ont divorcé en 73, je crois, ça n'existait pas. Donc mes parents, quand ils ont divorcé, ils étaient obligés de s'écrire des lettres d'insultes, alors qu'ils n'en pensaient pas un mot. Ah, c'est trop par avocat interposé. Ah oui, c'est horrible, mais c'était comme ça. Il fallait que, pour raison de divorcer, il fallait que tu tapes sur la gueule. Donc il y avait la lettre d'insulte. Alors les avocats leur demandaient d'écrire des lettres d'insulte. Tu vois, c'est un truc complètement délirant. À partir du moment où ça a été supprimé, tout d'un coup, ça a ouvert la porte. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un moment de déconstruction qui a commencé à se faire et qui n'a cessé de se développer. Et moi, je pense que aujourd'hui, après, tu as eu par exemple, le moment où les homosexuels, ça a été dépénalisé, tu vois, tout ça. Ça c'est hyper important, ces trucs-là, parce que ça, tu vois, ça a aussi amené des ouvertures, tout le mouvement LGBT qui vient derrière, c'est ça. Et donc aujourd'hui, tu as une diversité de sexualité, d'identité, de genre, etc., qui est tellement fragmenté que tout d'un coup, il faut remettre un peu de logique dans tout ça, si j'ose dire, de logique, mais il faut mettre un peu de compréhension dans tout ça. Parce qu'en fait, ce qui est amené en ce moment, ce qui est vraiment poussé par les jeunes générations, c'est un truc qui est extrêmement difficile à comprendre pour des gens qui ont été élevés dans un truc hétérosexuel, hyper normé, etc., pendant toute leur vie. Moi, dans les gens de ma génération, je vois, il y en a qui ne comprennent pas, quoi, tu vois. Et même moi, je t'avoue que sur tous les trucs, moi j'ai des amis, des jeunes amis qui se considèrent comme des garçons, alors que moi je les ai connus comme filles, mais elles n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé, c'est-à-dire c'est exactement physiquement, il n'y a pas eu de transformation, sauf que maintenant il faut dire il. Alors c'est un peu perturbant, tu vois, quand t'es pas il. Bon, mais même des fois il. Non, ça peut être il. Donc là, c'est quand tu nais là-dedans, tu vois, ça te paraît normal, mais quand tu as été élevé pendant une vie entière, quand tu as été bâti
formaté vers ça, il faut faire vraiment un effort, tu vois. Non, mais là, c'est sûr qu'il y a un gap générationnel. Ben voilà, c'est ça. Ouais, Donc bien sûr. là, ça va. Alors évidemment, c'est vrai qu'il y a quand même des passerelles, des dialogues, déjà t'en parles. Ben oui. Oui, mais d'ailleurs, moi, je suis considéré comme un vieux assez cool, quoi, tu vois. Oui, bah toi, t'es plutôt ouvert. Parce que voilà, mais Ouais. je suis pas majoritaire dans ma non, ça, c'est clair. dans ma génération. Hein. C'est même ceux qui sont ouverts, qui font des efforts, et des fois ils comprennent pas trop, tu vois. Tu sais plus trop comment, quoi. Même sincèrement, moi je me souviens d'un truc formidable de Arrêt sur image, tu vois. Ouais, je vois très bien. Bon, Ouais. un truc justement sur ça, sur le genre, et il y a donc, comment il s'appelle le journaliste Daniel Schneerand. Daniel Schneerand, qui lui alors est vraiment ouvert, quoi, tu vois, il veut comprendre et tout ça. Ouais, et il a en face de lui, à un moment donné, il y a un gars qui est barbu, enfin il y a quelqu'un qui ressemble à un homme, tu vois, il est barbu, etc. Et Schneiderman lui dit, alors vous, monsieur, comment? Et le mec lui dit, qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme? Il dit, je sais pas, expliquez-moi, parce que le mec, ce que tu vois, c'est un homme. Tu vois, il n'y a aucun signe. Et le gars, lui, il se considère comme une femme. Mais il y a tu vois. Donc ça, tu ne le sais pas, c'est compliqué quand même. Alors, dans les milieux sexpositifs, par défaut, on demande toujours le pronom aux personnes, en même temps qu'on leur demande leur prénom. On demande prénom, pronom. Histoire que tout le monde soit. Voilà. Après, bien sûr, si tu n'as pas de transformation physique ou quoi, je pense qu'il y a une grande tolérance aussi. Lui, il avait très mal pris. Hein. D'accord. Ou elle, d'ailleurs. Elle plutôt. Il avait très mal pris. Non, mais c'est sûr que c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. C'est juste qu'on est de plus en plus éclaté, effectivement, et qu'on est dans nos bulles de filtre. Et que, je pense qu'un livre, par rapport à. Enfin, ça permet de. Parce que déjà, ça nous sort de nos écrans. Et puis, effectivement, le temps long. Et je pense que c'est plus universel. Enfin, on peut parler à plus de monde avec un livre qu'avec les algos. En plus, on ne peut pas choisir qu'est-ce qu'on regarde. Enfin, ça, c'est vraiment un enjeu civilisationnel, en fait. C'est l'histoire de réseaux sociaux et de bulles de filtre. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à faire des livres. Tant qu'ils sont à éditer. Il faut faire des livres, il faut pas hésiter à parler d'intimité et de sexualité. Faire des rencontres comme celle-ci, avec je sais pas, des questions-réponses, aller à se rencontrer tout simplement, quoi. Et renverser les tabous. Oui, parce qu'il y en a marre de ces tabous, il y a un moment, la société elle évolue et il faut qu'on l'aide, il faut qu'on aussi je pense qu'on est dans une période où en fait les tabous sont en train de changer. Ah bah oui, c'est-à-dire que c'est pas forcément, c'est plus mais ils changent pas tout seul, ils changent aussi. Non, bien sûr, mais il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Il y a parce qu'en fait il y a aussi le backlash. C'est-à-dire que plus tu tires dans un sens, plus tu vas avoir de la résistance dans l'autre. Ça, c'est clair. C'est normal. C'est normal. Donc on vit à la fois une période de grande ouverture et de grande fermeture. Oui, les grands changements arrivent souvent dans des périodes de crise. Oui, bien sûr. Là, on est en pleine crise écologique. Ah oui. Mais je pense que c'est humain. C'est vraiment... on a besoin, parce que sinon, on est tous accrochés à un peu de confort ou à des privilèges, pour parler comme maintenant, mais et tant qu'on a... des fois, il faut tout perdre pour pouvoir tout recréer. Ouais. C'est assez terrible. Ouais, c'est vrai. Les grandes révolutions sont toujours arrivées quand les gens se sont sentis en fait en danger, quoi. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on est pas mal, hein, avec la crise écologique, politique. C'est souvent dans les périodes de crise que les gens se révèlent aussi. Et des fois, on est surpris agréablement. C'est vrai. Mais tu vois, il y a un truc dont on n'en parle pas parce qu'on n'en parle plus de ce truc-là. Mais ça, c'est un truc qui a été... Moi, j'ai commencé à vivre ma sexualité. Ah oui, c'est vrai, on parle de l'intime. Ouais. Entre donc, j'ai commencé ma vie sexuelle en 74. T'étais pas né. J'en ai déroulé du câble. Donc en 74 et donc c'était entre la révolution sexuelle des années 60 mai 68 et l'arrivée du sida. Oh là. Et oui. Et ça, c'est un truc qui a complètement changé la donne. T'as connu le sexe sans capote, c'est bien. Ah mais oui. Et j'ai eu beaucoup de mal. Moi, je fais partie de la génération qui a eu du mal au début, parce que d'autant que quand c'est arrivé, au début, pour nous, c'était une maladie de gay, donc je ne me sentais pas du tout concerné. Les premières années, voilà. Et puis à un moment donné, non mais pas du tout, pas du tout. Genre les gays n'existaient pas. Et non seulement ça, mais les préservatifs. Tu sais, moi, ma copine, elle a pris. Donc on était ensemble. Vous avez vu la pièce. Donc on était au lycée ensemble, on avait le même âge, etc. Et on est
Ah non, mais toi, tu y étais pas. Moi, hier j'ai soir. pas vu la pièce, mais j'ai Ouais, lu. bon, on a ok. lu les livres. Et donc, en fait, elle est allée voir sa mère avant la première fois. On a décidé, tel jour, c'est le jour, tu vois. Donc, elle est allée voir sa mère, et lui a dit, bon, ben voilà, c'est cette semaine, hein, mais bon. Donc, elle a eu la pilule, tu vois. Et du coup, la pilule, c'était le truc, bon, ben, Ah tu oui. vois, la pilule, il n'y avait plus rien d'autre. Donc, et moi, et on entend, et les maladies valériennes, j'avais l'impression que ça n'existait pas à l'époque. On ne parlait pas. Jamais. Moi, j'ai vu Pourtant, il y après avait- le sida. Ben oui, mais ça, Il n'y a pas, je il y a t'assure pas eu, il y a que pas franchement, que le sida, hein, c'est sûr. c'est voilà. D'ailleurs, la Et- ch'touille, ça. et tout je l'ai chopé, la ch'touille, une mais fois. ça correspond à la. C'est la gonorrhée. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, non, Ouais, ça existe chlamydia. encore. Hein. Chlamydia. Ouais, la Chlamydia, chlamydia. oui. Ça tourne encore. Hein. Oui, Ouais. bien sûr. Ah oui, Mais c'était quand même un truc. Alors honnêtement, je peux te dire que à l'époque, et pourtant Dieu sait si on s'est mélangé à l'époque, mais sans capote, sans rien, mais, on ne chopait pas de trucs, tu vois. Enfin, en tout cas, je le disais pas, je sais pas, mais voilà. Et tout d'un coup est arrivé le truc du sida, et là, ça a été comme. Et quand on nous a dit qu'il faut mettre les préservatifs, mais les préservatifs, c'était un truc de grand-père pour nous. C'était vraiment un truc de papy, quoi, tu vois. C'était surréaliste. En boyau de porc. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Avec un petit nœud au bout. Le petit nœud, oui. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui, mine de rien, a profondément marqué une génération. Tu vois Pardon. Ouais. Ben, ceux qui ont commencé leur vie sexuelle à ce moment-là, Pardon, je suis partie dans la bouffe. Boudin noir, boudin blanc. Continue, pardon. non, mais ceux qui ont commencé leur vie sexuelle au moment du sida, eh ben en fait, ils avaient peur. C'est-à-dire que le sexe, c'est un truc qui faisait peur. Ah oui, oui, Bah, bien nous, sûr. Voilà. nous, c'était le Alors cas. que nous, tu carrément, vois, quoi. c'était Ouais, voilà. bien sûr. Bah oui. Donc ça a beaucoup changé. Nous, on est la génération qui avons appris vraiment à la sexualité Oui. avec Voilà. préservatif. Voilà. Et là, par contre, les plus Oui, récents. ça se là, désapprend parce que maintenant il y a Exactement. les Maintenant, trithérapies, voilà, alors, la il y a- PrEP. il y a ça, il y a la PrEP. Du coup, dans les milieux effectivement très sexualisés, je crois qu'ils en mettent de moins en moins. Ouais. Et même à l'école, moi j'ai un gamin qui est au collège. Et il m'a dit les cours de relations sexuelles, n'importe quoi, d'éducation sexuelle. En fait, ils apprennent plus comme nous on avait à mettre une capote. T'as fait ça Bah, bien Mettre sûr. une capote sur une la courgette. banane. Moi, c'était une banane. Oui. Écoute, chacun son- Ah, tu vois, nous, on n'avait pas ça. On Oui, n'avait rien du tout. Hein. on nous a appris. On nous À a pincer appris. le petit bout pour chasser la bulle mère, parce Exactement. que sinon ça éclate. Exactement. Ah, Pas mais en c'est mettre pour ça que je deux. ne sais pas faire ça, moi, tu vois, j'ai jamais appris. Non, non, c'est vrai qu'on est de la même génération. Mais oui, et totalement. c'est ça, Ouais. Ouais. Et puis du coup, nous, on a corrélé immédiatement sexualité avec prévention et, Oui, oui. et prudence. Voilà. Oui. Alors que les dernières générations, ils font même plus ça au collège, quoi. Enfin, en tout cas, d'après dommage. mon fils, Ouais. il m'a dit que c'était assez tristou. Du coup, c'est juste, on apprend les organes sexuels, la reproduction et basta, quoi. Un cours dans l'année, hop, c'est fini. Donc, mais du coup, les gamins aujourd'hui sont plus aussi prudents pour les débuts de leur vie sexuelle, quoi. Alors que c'est pas fini, la PrEP, ça protège pas de tout. Non, du tout. exactement. Voilà. Il faut le dire. Moi, D'autres Oui. questions Oui. oui, moi c'est une question, c'est revenir sur ce que vous disiez quand vous parliez des masculinistes et sur enfin, voilà, la vision du sexe, etc. Il n'y a pas longtemps, à la médiathèque de Baraqueville, j'ai emprunté le bouquin, c'est un bouquin, c'est une BD, le bouquin de Madame Pellicot, qui raconte ce qu'elle a vécu. Et elles m'ont dit, les personnes de la médiathèque, elles m'ont dit qu'il y avait des gens qui leur avaient dit, mais c'est une honte que vous mettiez en prêt un livre érotique. Érotique. Je l'ai pas lu, mais. Ah, tu vois, comme quoi, on parle de... Là, moi, ça m'a convaincu. Ah Et ouais. j'ai pensé quand vous parliez de ça, c'est-à-dire, effectivement, là, je veux dire, on a des gens pour qui un viol, C'est érotique. c'est érotique. Ouais, C'est donc excitant. Oui. C'est C'est l'idée, vraiment quoi. excitant. Et Ah, dans c'est le une BD bouquin, à un pour moment, exciter. il y avait Super. une personne qui avait fait ça, quoi, qui disait, quand je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bien, mais que quand je regarde des vidéos puisqu'il s'autofilmait quand il faisait ces là ça m'excite encore. Et donc, sur votre discussion, ça m'y a fait penser parce que, ben voilà, il y a des gens pour qui l'érotisme, le fait de faire l'amour, c'est de forcer quelqu'un. En année, il y a une type de... Enfin voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Et donc, le travail, il est énorme, quoi. Enfin voilà, c'est pas une... C'est-à-dire qu'il y a une... C'est plus une remarque sur... On a des gens qui ont...
Un pet au casque, oui, Marjo. Alors, il faut faire attention parce qu'on est sur des zones extrêmement délicates. Parce qu'il existe aussi tout un pan de l'érotisme qui est le BDSM et qui est basé sur une forme de violence. Avec consentement. Avec consentement, non seulement avec consentement, mais avec désir. Mais n'empêche que. Non, mais on est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais si tu veux, tu peux jouer. Par exemple, à l'intérieur de ça, tu peux jouer le viol, tu vois. Et c'est un jeu, quoi. Mais là où il y a un problème, c'est quand il y a une confusion, quoi. Elle ne jouait pas du tout, quoi. Elle, c'est un traumatisme. Donc c'est ça, mais il faut faire attention. C'est vraiment très très touchy de ne pas balancer le bébé avec l'eau du bain, tu vois, parce qu'on ne peut pas non plus arriver dans une sexualité qui va être totalement. Qui va expurger. Où la règle, ça serait que, tu vois, il n'y ait plus aucune possibilité de jeu érotique, quoi. Justement, quand on est dans une discussion où on dit telle personne, elle a une barbe, et en fait, elle veut qu'on l'appelle elle, et à moi, peu m'importe, je t'appelle qu'un garçon et une femme, à la limite, peu m'importe. Donc, voilà, on est quand même dans une logique où on laisse la liberté aux gens. Voilà, donc je suis d'accord avec vous, mais là, on est vraiment sur je pense qu'il y a des gens, ils sont excités parce que non, mais je suis d'accord. Vraiment. Il y a des psychopathes qui sont excités de tuer quelqu'un, donc voilà, c'est l'excitation. Et c'est quand même énormément présent dans la société, même si par le biais de MeToo et tout ça, on arrive à déconstruire des choses, mais pour que ça passe dans la société de manière générale, normale, et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Je pense qu'on aura besoin de quelques générations. Je vais juste dire un truc. Aude Mermillot m'avait raconté un jour qu'elle a fait un bouquin qui s'appelle Il fallait que je vous le dise sur son IVG. Et un jour, il y a un gars qui est venu en dédicace et donc dans ce bouquin, elle raconte son IVG. Donc on la voit à un moment donné, tu vois, sur le truc, et le mec il lui a dit que ça l'avait excité, quoi. Non, mais les gens qui s'excitent, les gens qui s'excitent sur le traumatisme d'autres personnes, là, il y a un problème. Tu te dis, waouh, putain, les sexualités, c'est pas ça. Il y a un travail de société à faire et tout énorme. On a la même chose pour la violence. Je me souviens quand le film de Kubrick, Orange Weekend, il y a eu un grand débat. Est-ce que c'est un film qui dénonçait la violence? Est-ce que les spectateurs prenaient plaisir à le valoriser dans ce film? Voilà. Donc la frontière, en fait, elle est très difficile à définir. Peut-être que ton bouquin, a excité des gens. Ah mais ça je suis persuadé, mais il y a des gens qui vont dire. Mais moi dans mon bouquin il n'y a pas de violence, il n'y a que du consentement. Alors donc c'est pas. Mais moi quand quelqu'un me dit moi ça m'a excité, je dis mais ça t'appartient. Mais à vous deux, parce que c'est vous deux qui en avez parlé. J'ai entendu plusieurs fois parler de sexe, c'est plus difficile pour les femmes. Parce que les retours sont parfois très négatifs. Les femmes qui parlent de sexe, c'est une femme de mauvaise vie, je crois. Je ne peux pas utiliser le mot vulgaire. Je ne suis pas sûr que ce soit plus facile pour les hommes aujourd'hui. Ah oui. Le jugement qu'on peut avoir sur des hommes qui font des œuvres érotiques. Mais est-ce qu'on les menace de mort et de viol sur les réseaux sociaux? Moi, je n'ai eu strictement aucun problème. Pas un commentaire négatif, rien du tout. Moi, j'ai une menace de viol et de défiguration quand même. Plusieurs reprises. Parce que vous parlez de retour du masculinisme, mais aussi un retour d'une sorte de rigueur morale incroyable. Ouais, mais après, de la part des hommes, ça dépend comment on parle de sexe aussi. C'est sûr que si on présente une vision encore ancien monde comme ça, machiste. On l'a menacée de mort et de. Oui, bien sûr. Ah oui. C'est le même style que, je dirais, des gens qui gueulent, qui sont contre le mariage pour tous. Je refuse que les autres fassent quelque chose qui me choque. Oui, bien sûr, mais ça c'est. Tu n'as pas le droit de faire quelque chose parce que ça me choque. Oui, mais ça c'est le comment dire, c'est l'intégrisme dans tous les domaines. À partir du moment où on considère qu'on détient la vérité et qu'il n'y a que cette vérité qui vaille, voilà, c'est. Après, pardon, juste, je rajoute un dernier petit truc. Après, il faut bien se dire que on vit dans une société patriarcale qui a tout donné aux hommes pendant si longtemps, et c'est que vraiment très 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 récemment que la parole des femmes a commencé à se libérer. Donc, il faut prendre en considération ça aussi, le fait que voilà, là on a des choses à dire aussi. C'est-à-dire on ne parle pas du même endroit. Voilà. C'est-à-dire que voilà, et
Je pense qu'il y a des gens, je ne sais pas si vous avez vu la série La Servante écarlate, The Handmaid's Tale. Oui, bien sûr, ouais. Oui. Ben, je trouve que ça dit à merveille alors c'est une métaphore, c'est exagéré, hein, c'est dans un monde totalitaire où les femmes n'ont aucun droit. Pas tant que ça, hein, mais pas je très trouve loin, que en fait ça décrit très bien aussi l'enfermement mental qu'en tant que femme on peut avoir. C'est-à-dire on s'empêche de se révolter, on s'empêche même d'avoir des désirs parce qu'on a grandi dans cette société-là. On a été éduqués comme ça. Voilà. Je me demandais, le fait que vous n'ayez eu aucun retour négatif, parce que c'est pas lié, bien sûr, le fait que vous soyez un homme ou des femmes, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que vous ayez une carrière qui était quand même jusque lancée au moment où vous avez sorti l'extrait? Moi, je ne crois pas du tout. Moi, honnêtement, j'espérais que j'allais me faire. Moi, je rêvais d'avoir des débats avec des intégristes, cathos et des trucs comme ça. Tu vois, vraiment. Non, mais moi, j'étais prêt. Moi, j'étais en mode combat, quoi. Donc, je me disais, moi, mon truc, c'est un manifeste politique, Extase. Je l'ai dit, c'est un truc vraiment, c'est un acte politique. Donc, je me disais, ok, je suis prêt à me retrouver dans un débat, tu vois, où on va me rentrer dedans en disant, ouais, c'est dégueulasse. Et j'étais prêt, quoi, vraiment. Hein. Mais bon, et ça a fait flop. Il n'y a personne qui est venu me chercher. J'ai eu que des bons papiers et ceux qui ne voulaient pas en parler. Alors j'ai même un exemple qui est intéressant parce que j'ai fait un jour une rencontre dans une librairie dans la Drôme, dans une petite ville de la Drôme. Donc la libraire m'a accueilli, avec Aude Mermillot d'ailleurs, on avait fait un débat, tout ça. La libraire nous a posé des questions, blablabla. Et j'ai appris par la suite qu'en fait elle avait détesté Extase, qu'elle trouvait que c'était, mais comment est-ce qu'on peut faire un bouquin pareil, etc. Elle n'a pas moufté, elle n'a pas osé le dire. Tu vois. Donc ça c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire qu'il y avait une espèce de, je sais pas, j'ai pas compris le truc, mais personne n'est venu me chercher des poux dans la tête alors que je rêvais de ça. Parce que, encore une fois, moi j'étais vraiment prêt au combat, tu vois. Et comme encore une fois, j'avais lu Buzz-moi avant, et je me disais, oh là, moi je vais y aller, quoi, tu vois. Il n'y a aucun problème avec la sexualité des hommes depuis les débuts. C'est simplement ça, la sexualité des hommes, elle est exposée depuis plus de 2000 ans. Voilà. C'est ça. Voilà. De toute façon, depuis un les homme vases. qui couche avec plein de femmes, c'est un don juan. Une femme qui couche avec plein d'hommes, c'est une salope. À partir de là, tout est dit, quoi. Tout est dit. Ouais. Alors moi par contre j'ai eu un truc, intéressant, c'est que quand Extase est sorti, le tome 1, mon attaché de presse chez Casterman m'a dit, très vite elle m'a dit, on a un problème avec les mecs. Je lui dis comment ça? Elle m'a dit, Cathy. Les critiques, journalistes, etc., hommes de ta génération, ils veulent pas en parler. Ils sont gênés, etc. Et en fait, elle me disait, ils se mettent en comparaison, tu vois, ils se comparent, donc ça les fait chier. Hein? C'est la comparaison. Oh là là. Le chef de fab de Casterman, il m'a dit, non, tu veux prendre Extase? Tu vas voir, je sais pas ce que t'as fait, mais t'as fait moins que lui, quoi. Et puis tu sentais qu'il était là, genre... Ça fait moins que lui. Qui t'a dit ça? Quelqu'un chez Casterman. Attention, c'est filmé, hein. Et tu sentais qu'il était en fait, oui, il y a une question de comparaison, exactement. C'est alors que c'est tellement pas le but de la manœuvre, tu vois, c'est vraiment... voilà. C'est impossible à éviter parce qu'on est élevé comme ça. Parce que la société est faite, elle est compétitive et elle est violente. C'est la société qui est violente en fait. Pour les femmes, compétitive entre hommes, quoi. Oui, alors qu'en fait, moi, Extase, alors ça a été la grosse surprise, hein, c'est que Extase, honnêtement, je pense que j'ai 70% de lectrices. Ah oui, parce qu'elles s'intéressent plus à ces genres de choses. Ouais, et qui me disent en fait un truc, qui me disent, en fait, nous on ne sait pas ce que vous racontez dans Extase, à savoir les doutes, les émotions, les questionnements, etc. On ne le sait pas parce que les mecs parlent pas. On a beaucoup de mal à avoir les conversations. Et un effet déclencheur, c'est que dans les réactions, donc je reçois pas mal de messages sur Extase, c'est un peu calmé maintenant, mais quand même j'en ai reçu beaucoup. Donc la teneur des trucs, c'est des femmes seules déjà. Alors les femmes seules, beaucoup qui me disent ah wow, super, alors j'ai découvert des trucs. Alors par exemple, un truc classique, c'est ça faisait 20 ans que j'étais avec mon mec, j'ai lu Extase et je me suis cassé. Mais ça j'en ai eu pas mal quand même. Tu vois, voilà. Donc bon ok. Après c'est des couples qui disent
ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est ensemble, on a lu Extase tous les deux, et là on s'est mis à parler de choses dont on n'avait jamais parlé. Ah ouais, ça Voilà. c'est bien. Ouais, ouais. Et on a commencé à ouvrir des trucs, on a rencontré au Cap d'Agde un couple qui était là parce qu'ils avaient lu Extase, donc tu vois, voilà. Oui. Donc, hein, Pardon, mais pourquoi, en lisant Extase, elle se barre? parce qu'elles se rendent compte qu'elles se font chier, qu'en fait, il y a une autre manière. Je ne sais pas ce qu'elles vivent, parce qu'elles ne me racontent pas toujours le détail, mais ça veut dire que dans leur vie, elles vivent un truc qui n'est pas ce que je raconte. Et que donc, tout d'un coup, ça a une ouverture sur... Moi, je suis quand même assez sidéré par la... Parce que moi, j'ai l'impression que je vis dans une bulle. Je pense que je me suis créé une vie où je fréquente des milieux différents, des cercles différents, de gens qui sont comme moi, en fait, qui me ressemblent, et donc je ne suis pas hyper anormal là-dedans. Mais par rapport à ce que c'est que la sexualité mainstream, tu vois, vraiment... Je pense que je ne me rends même pas compte des fois à quel point on est à côté de la plaque. Non, à côté. Alors, tu vois, il y a un truc par exemple qui me fait tilter à chaque fois. J'écoute beaucoup d'histoires d'affaires criminelles. Ok. Chaque fois que tu as dans une affaire criminelle quelqu'un dans l'entourage de la victime qui est libertin, qui a une sexualité débridée, il est premier suspect, toujours quoi. Évidemment. Puis tu vois quel est le rapport. Ça m'énerve à chaque fois. Je me dis, putain, C'est des voilà. préjugés. Hein. Mais c'est ça. Donc ça, tu vois, il y a ça quand même. On est assez ancré. Voilà. Donc ça veut dire que quand même, C'est toujours l'étranger. la sexualité basique dans les, enfin, tu vois, dans la plupart, quoi, une grande majorité, moi je pense, des gens, elle est d'une tristesse complète, quoi. Tu vois, oui, il faut y aller. Elle est d'une grande tristesse. Et que donc les meufs se font chier, tu vois. Tu connais la chanson de Brassens, 95 fois plus sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Voilà, quoi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et donc tout d'un coup, si à un moment donné, tu amènes une ouverture... Je me suis toujours demandé d'où il avait ses statistiques. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Non, de lui, je pense de lui. Elle parle à beaucoup. Moi je pense que, tu vois, je pense qu'il ne faut pas confondre sexe et érotisme. C'est pas du tout la même chose. Ah, ça voilà. c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ne se joue pas avec la sexualité, en effet. Ça reste Et un pourquoi prisme. Enfin, moi, en lisant ton bouquin, moi, sauf que il n'y avait personne à quitter. Mais ça m'a pas du tout fait ce genre de choses. Je me suis pas dit, voilà, je me suis pas dit, ma vie est triste, quoi. Mais parce que ta vie n'est peut-être pas triste, chère Claire. En l'occurrence, à ce moment-là, c'était un peu les volcans de... D'accord, mais ça peut être des périodes, mais je veux dire... Ça peut juste... Il peut y avoir des périodes, mais ça ne veut pas dire que fondamentalement, voilà, ça tu peut vois. juste pour faire prendre conscience à des gens qu'il y a un dysfonctionnement dans leur vie sur lequel ils n'avaient pas mis le doigt. Oui. Moi, ça m'a fait la même chose avec ma BD. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais voilà. on a lu ta BD sur le polyamour, on n'y avait même pas pensé. Voilà. Et puis, du coup, on en a J'avais même parlé pas pensé. dans mon couple, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des dysfonctionnements et tout. Et puis merci, grâce à toi, on s'est ouvert à d'autres... Tu sais, quand tu sexualité. connais il y a des études qui sortent régulièrement là-dessus, la durée d'un rapport sexuel moyen, c'est 1 minute et demie. Donc, enfin, je dis ça, mais c'est à peu près ça, quoi, tu vois. Un tout petit peu plus, mais pas Ouais, bon, allez, 3 minutes. Donc, tu vois, 3 minutes, ça veut dire que ça, c'est clairement un truc de mec. c'est l'autoroute. Tu vois, voilà, boum, voilà. Donc, quand t'es la meuf, qu'est-ce que tu vis, là? Tu subis, quoi. T'as aucun fun là-dedans, quoi. Donc, voilà, si tout d'un coup, on te dit, ah ben ouais, mais attends, regarde, il y a d'autres possibilités. Et que c'est un mec qui te dit ça en plus, tu dis ah ouais. Mais justement, c'est ça un peu là aussi que je me dis, pourquoi c'est en lisant ta BD que ça fait ce genre de choses mais Mélaka te dit qu'en lisant la sienne aussi. Mais moi, c'est parce que je suis un mec. Tu n'y penses pas forcément au quotidien, en fait. Voilà, tu l'acceptes dans ta vie, et puis un jour, il y a quelqu'un qui... formaté pour ça. En fait. Voilà. Mais Claire, parce qu'il n'y a pas assez de modèles. Si ton modèle de mec, c'est ton mari qui te fait le coup en 3 minutes, une fois par semaine et encore, et que tu te fais chier. T'as pas moyen de savoir. Si c'est un mec, si c'est des meufs qui te disent ah ouais mais il y a autre chose, bon ok c'est la même team, mais si c'est un mec qui te dit ah ouais mais tu sais moi c'est pas comme ça en tous les cas, voilà, mais tout d'un coup ça peut, tu vois, dire ah ouais merde, mais il y a donc il y a d'autres, il y a un autre modèle qui existe. C'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi Gaumont veut adapter Extase, c'est parce qu'ils veulent faire un film post-MeToo, le premier film post-MeToo, c'est-à-dire proposer un modèle de sexualité qui est pas
la sexualité masculine comme étant un truc dangereux. C'est ça aujourd'hui qu'on nous propose. C'est un truc dangereux. Tu vois, c'est les viols de Mazan, quoi. Tu vois, c'est ça. Tu vois. Le mec, c'est monsieur ordinaire, tout le monde, personne n'aurait pensé que. Et en fait, tu te rends compte que non seulement lui, mais derrière, il y a plein de mecs qui y vont sans aucun problème. Donc c'est ce modèle-là aujourd'hui qui est quand même le modèle dont on parle le plus. Donc voilà, proposer autre chose, c'est. Et moi, je pense qu'il faut clairement qu'il y ait une alliance sacrée masculin, enfin homme-femme, tu vois, pour faire bouger les lignes. Il faut que les hommes s'y mettent. Tu vois, ça peut pas être non, mais ça peut pas être un combat mené que par les femmes, sinon les hommes se sentent agressés à un moment donné, tu vois. Donc il faut que ce soit voilà. Ça faut juste leur dire de ne pas avoir peur. Non mais non mais je pense que de toute façon on peut rien faire par la violence, enfin même dans les mots, enfin je pense qu'il faut donner envie en fait. Il faut faire des collègues. Oui, c'est ça. Il faut, si on leur dit bah non, vous avez tout à perdre à rester dans cette violence, vous pouvez les convaincre, il faut y aller en douceur. Évidemment. On peut pas convaincre, on peut pas forcer les gens à se libérer. Malgré eux. Oui, voilà. On peut pas contraindre, on peut pas aider les gens. Il faut qu'ils s'aident eux-mêmes et puis voilà. C'est pour ça que je pense que le format du témoignage, c'est un bon format parce que ça propose sans imposer. Tu donnes pas des leçons, voilà. Tu dis, moi j'ai fait ça, j'ai rencontré ça. Ouais, moi avec ma BD, on m'a souvent dit parce qu'en fait les gens se sont sentis un peu agressés de voir un autre modèle qui leur exposait. Et on m'a dit moi je suis hétéro et monogame et alors c'est pas bien, c'est pas la question. Tu veux que tout le monde soit polygame? Non, pas du tout. C'est polyamour, pas polyamour. Oui, déjà. Alors non, pas du tout. En fait, moi je pose mon témoignage. Après, t'en fais ce que tu veux. Bien sûr. C'est chacun son il faut truc. Pas être prosélyte, surtout pas. Imposer, il faut pas faire de prosélytisme. Voilà. Tu poses ça là. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous fait réfléchir sur votre vie, tant mieux. Si ça vous fait pas réfléchir, tant mieux. Voilà. Chacun son. Voilà. Ne pas imposer. Moi, je crois qu'il faut y aller là. Donc, vous pouvez continuer si vous voulez, mais ce sera sans moi. On va peut-être s'arrêter là. Oui. Si vous voulez des dédicaces aussi. Merci. Eh bien, avec plaisir.